Bonjour Jean-Marie Rouard. Bonjour. De l'Académie française, iconoclaste, libre, dérangeant. Ça c'est vous Jean-Marie Rouard. Alors vous citez Napoléon en ouverture de ce livre qui s'appelle Drôle de justice. L'histoire est un mensonge qu'on ne conteste plus. Mais vous contestez parfois les vérités absolues, que ce soit en justice ou autre. Oui, mais je crois que c'est un esprit libre. C'est un esprit qui doit avoir vis-à-vis de l'histoire une sorte disons, de liberté pour, déconstruire ce qui a été construit artificiellement. Et l'expression de Napoléon, je la trouve parfaite. Oui. Parce que c'est vrai que nous avons besoin de nous rattacher à une histoire officielle qui dissimule toutes les ombres. Mais ça, on vous traitera de négationniste. On dira, vous contestez les vérités. C'est pas un négationnisme, mais je crois qu'il faut, d'une certaine façon, essayer de réfléchir sur l'histoire. Parce que l'histoire est une bétonneuse qui ensuite efface tout ce qui... Quand elle se fait, l'histoire, il faut voir... Moi, j'ai été journaliste pendant très longtemps, et j'ai assisté à un certain nombre de choses. Et c'est vrai que quand on voyait la vérité... n'est pas tout à fait ce qu'on dit. Oui, c'est normal. Vous citez par exemple le procès de Nuremberg, qui est considéré comme quand même, en matière de justice, quelque chose d'extraordinaire après la guerre. On a jugé les nazis, et vous le mettez en parallèle avec les crimes de Staline, où vous dites là, il n'y a pas eu de jugement. Oui, mais c'est un scandale, ce procès de Nuremberg. On ne peut pas le remettre en cause. D'ailleurs, c'était interdit. Et d'une certaine façon, la loi Guesso avait été faite par les communistes pour empêcher qu'on remette en cause le procès de Nuremberg. Parce que, imaginez la situation. Ce sont les vainqueurs, d'accord. Mais les vainqueurs, les Russes vont attaquer les nazis sur les camps de concentration, mais eux-mêmes ont organisé le goulag, qui est quasiment l'équivalent des camps de concentration. C'est le même système. Quant aux États-Unis, ils vont attaquer l'Allemagne sur les lois raciales, mais eux-mêmes ont exactement les mêmes lois raciales aux États-Unis. Oui, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la justice, Jean-Marie Rouard ? Si, on peut, mais en l'occurrence, c'est vraiment ce que je dénonce, c'est-à-dire cette idée que nous avons que la justice, il y a une réelle justice, alors qu'en fait, c'est la justice des vainqueurs. Et la justice des vainqueurs, est-ce que c'est la justice ? Et vous savez très bien que ce que je dénonce aussi dans ce livre, c'est Katyn. Katyn, les soviétiques ont fait exécuter, quand ils ont envahi la Pologne en 1939, ils ont fait exécuter 21 000 officiers polonais, dont 12 généraux, avec une balle dans la nuque. Bon, et ça, c'était une monstruosité. Eh bien, Nuremberg, le but de Nuremberg, un des buts, c'était de faire avaliser l'idée que c'était les Allemands. C'était pas les Allemands, c'était les Russes. Oui. Et donc, c'était pour... Et ça avait un arrière-plan politique, c'était la reprise en main de la Pologne. Oui, donc en fait, c'est quoi ? C'est une justice, au fond, qui est un instrument. La justice est un instrument. Avec le temps, elle marque aussi des dates. Elle dit, voilà, la vérité à cet instant-là. Oui, parce que la société veut se renforcer sur ses bases et nous donner une vérité. Et c'est ce que je dénonce. Je dénonce qu'au fond, nous aspirons à une vérité réelle et qui est le contraire des grands principes sur lesquels reposent les États. Regardez, il y a une histoire officielle des États-Unis, mais on ne parle pas de l'esclavage, on ne dit pas que le premier étudiant noir est rentré en 62 dans une université, on ne parle pas du massacre effroyable des Indiens. Donc, chaque pays dissimule, si vous voulez, un certain nombre de faits qui déstabiliserait, au fond, l'idée qu'on a de son histoire. Alors ça, c'est l'histoire, la justice en matière d'histoire. Mais vous, féru de justice, et vous le racontez aussi, parce que c'est aussi un livre très personnel, Jean-Marie Rouard, évidemment, on vous associe à l'affaire Omar Haddad. Omar m'a tué, ER. Et vous en avez pris plein la figure. Vous avez même été condamné pour avoir pris la défense d'Omar Haddad. Oui, mais je pense que ça fait partie, si vous voulez, je ne suis pas le seul écrivain, et je ne veux pas évoquer des figures illustres et écrasantes comme Voltaire ou comme Zola. Je crois que les écrivains sont aussi là pour essayer
d'affronter la société. Les buts de la société et les buts des écrivains sont opposés. Je crois que la société défend la loi sociale et l'écrivain défend la loi naturelle. La loi naturelle, c'est ce que nous éprouvons en nous-mêmes et qui dépasse les lois. Bien souvent, d'ailleurs, précède, cette loi naturelle, elle précède la loi sociale. Regardez en matière d'adultère, par exemple, à quel point les femmes étaient condamnées pour adultère, à la prison, à des longues années de prison, à quel point les homosexuels étaient condamnés, à quel point l'avortement était condamné. Eh bien, il a fallu un certain nombre d'écrivains, notamment Flaubert sur l'adultère ou Tolstoï, pour que, finalement, la société entérine les aspirations exprimées par les écrivains. Oui, ça veut dire que tout change. Vous citez Vergès, Maître Vergès, dans ce livre. Alors c'est vrai, il racontait sur les plateaux de télévision qu'il avait été l'avocat pendant la guerre d'Algérie de leaders indépendantistes. Il était accusé de terrorisme et que quelques années après, ils étaient tous reçus sur le tapis rouge à l'Élysée. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de justice. La justice, ça change tout le temps. C'est-à-dire que les salauds de la veille deviennent les héros du lendemain. En matière de terrorisme, c'est vrai que c'est très compliqué de se dire, par exemple, que sous Vichy, eh bien, les tribunaux jugeaient les terroristes qui étaient les résistants, et qu'ensuite les mêmes magistrats, eh bien, à la Libération, ont jugé les gens de Vichy. Donc c'est vrai que c'est très relatif. Voilà ce qu'il faut se dire. Mais ce qui est intéressant, je crois, il faut accepter la société, parce que nous avons un devoir, c'est ce qu'a dit la Boétie, vous savez. Bon, si on n'accepte pas la société, d'abord, on est horriblement malheureux. Il faut l'accepter, mais en même temps, réfléchir sur cette société et essayer de voir en quoi elle nous ment et avoir gardé l'esprit libre. C'est pour ça que je dis, dans ce livre, on la présente comme un anarchiste de droite. Oui. Je crois que c'est ça. L'anarchiste de droite, c'est pas l'anarchiste qui met des bombes et qui veut détruire la société. C'est quelqu'un qui essaie d'améliorer la société et d'avoir un regard lucide sur cette société, notamment en matière d'histoire. Mais quand même, sur l'affaire Omar Haddad, j'y reviens, vous racontez dans ce livre, comme vous êtes à Nice, un beau matin, vous voyez cette affaire dans le journal, et immédiatement, vous vous dites, c'est quoi ? Vous dites, me sens à la place d'Omar Haddad, et donc je me sens innocent. Oui, parce que c'était en même temps un accusé chimiquement pur. On ne pouvait rien lui reprocher. Et dès le départ, on pouvait voir qu'il ne pouvait pas être le coupable, puisque l'état du corps de Mme Marshall était tel qu'elle ne pouvait pas faire les inscriptions. Donc elle aurait dû, dès le départ, il aurait dû être, il aurait dû avoir un non-lieu et bien sûr être acquitté. Mais pourquoi ? Parce qu'en face, il y avait une famille puissante, riche. Exactement. C'est ça. Et en fait, vous accusez quelque part de cette famille. Je ne veux pas réaccuser, parce que c'est ce qui m'a fait condamner à 100 000 euros de dommages et intérêts. Donc, mais je veux montrer, et d'ailleurs, ce qui est important maintenant, c'est qu'Omar Haddad, tout le monde le considère comme un innocent. Et vous savez, au procès de Marine Le Pen, l'avocat de Marine Le Pen a dit « Madame Le Pen est innocente comme Omar Haddad ». Donc vous voyez, c'est devenu une expression. De l'erreur judiciaire. C'est le symbole de l'erreur judiciaire. Et ça, si j'ai pu mener ce combat et arriver à ce but, c'est déjà important. Et puis j'espère qu'un jour, on arrivera à vraiment l'innocenter complètement. Oui. Bruno Joussomme, ça c'est une affaire qui était au départ, vous avez déjà fait un comité de soutien, c'est un jeune homme qui était accusé d'avoir assassiné sa femme, mis le feu, et vous dites pareil, vous allez prendre parti pour lui, et au péril de Oui, parce que la société le condamnait. La société le condamnait parce qu'il avait épousé une femme beaucoup plus âgée que lui, qui était pas très jolie, et qui était riche. Et donc, dès le départ, on considérait qu'il était coupable. Oui, mais vous avez, l'idée de l'injustice, ça vous taraude au cœur. Alors vous racontez dans ce livre que même enfant, vous allez vous retrouver viré du collège parce qu'il y a un prof qui vous emmène, on vous le dit, qui vous drague en fait, qui vous amène chez lui et qui ensuite va lui-même vous accuser d'homosexualité et va vous faire virer du collège. Oui, c'est cette histoire qui, d'une certaine façon, que j'avais 14 ans, m'a montré la duplicité des puissants et des gens qui nous dirigent. Je me suis dit, au fond, beaucoup de gens vous accusent de ce dont ils sont eux-mêmes coupables. Vous voyez, et c'était
un grand déchirement, puisque ce professeur m'avait énormément poussé. C'est lui qui vous initie un peu à la littérature. Voilà, il m'avait initié à la littérature, c'est un homme merveilleux. Puis il était tombé amoureux de moi, ce qu'on peut comprendre. Mais, et ensuite, il s'est suicidé, donc ça a été un drame épouvantable. Ça a beaucoup marqué ma jeunesse, et ça m'a montré à quel point il fallait, sur toutes ces questions de justice, voir les choses par soi-même et ne pas accepter l'idée reçue générale. Oui, mais vous dites la littérature parfois, parce que c'est le lien entre justice et littérature, dites parfois la littérature s'est rendue complice aussi d'une sorte de forfaiture vis-à-vis de la justice. Oui, ça a pu arriver. Je veux dire, il y a eu des écrivains, mais l'ensemble de la littérature pousse quand même, c'est quand même un cri personnel. Je crois que et c'est un cri original. Je crois que les écrivains, et c'est en cela qu'on a besoin de la littérature, plus que jamais, et c'est pour ça qu'elle est universelle. C'est que, regardez tous ces livres qui défendent les opprimés, les gens malheureux, eh bien, d'une certaine façon, c'est une expérience personnelle de l'injustice qui devient universelle. Oui, vous parlez de suicide opportun. C'est quelque chose qui est très fréquent dans ce livre, au fond. C'est voilà, des affaires qui se sont résolues, entre guillemets, par le suicide de ceux qui étaient mis en cause. Oui, notamment dans l'affaire des disparus de Lyon. Oui. Vous voulez dire par là, ça arrange tout le monde. Gros morceau de ce livre, où vraiment la justice n'a pas fait son travail, où les magistrats ont été indignes. C'est que pendant 20 ans, on a enlevé une vingtaine de jeunes filles, on les a torturées dans Lyon, et la seule personne qui se soit battue, c'était le gendarme Jambert, qui a été très très courageux contre sa hiérarchie. Et la veille du procès, oui, on allait lui donner raison, on allait dire enfin, montrer à quel point il avait joué un rôle essentiel, eh bien, il s'est suicidé. Oui. De 2 balles dans la tête. Que 2 balles dans la tête pour se suicider, ça paraît... Ça paraît beaucoup. Beaucoup. Alors, vous voyez, et ça... Et ça a été validé tel qu'un suicide. On a dit, voilà... Ça a été... Alors, c'est remis en cause encore en ce moment, mais la justice a toujours traîné les pieds. Et d'une certaine façon, on ne veut pas remettre cette affaire en cause, alors qu'il y avait manifestement des interventions au plus haut niveau. Mais Robert Boulin, qui se suicide dans quelques centimètres d'eau, qui se noie. Mais c'est-à-dire que dès que la politique entre en ligne de compte, et je le cite... Robert Boulin, qui était ministre, Giscard d'Estaing, dès que la politique entre en ligne de compte, on est dans la justice politique, et c'est plus du tout la justice. Et je le cite à propos de Brasillac, où je dis que, vous savez, on a dit que De Gaulle avait refusé de gracier Brasillac pour des raisons, parce qu'il avait collaboré, ou qu'il était antisémite. Tout ça, ça me paraît complètement faux. Non, il a refusé de gracier Brasillac à la demande des communistes, parce que Brasillac avait été témoin de l'affaire de Katyn, justement, ce que j'ai cité tout à l'heure, de tous ces officiers polonais qui avaient été tués d'une balle dans la nuque par les soviétiques. Oui. Vous avez connu, par exemple, François de Grossouvre, qui était un proche conseiller de François Mitterrand, qu'on va retrouver suicidé dans son bureau avec une arme de chasse. Il faut dire qu'il dirigeait les chasses présidentielles à l'intérieur de l'Élysée. C'est quand même, il y a du sang sur les murs à l'intérieur de l'Élysée à ce moment-là. Et vous avez connu Grossouvre. Et donc, oui, vous croyez, non mais pour parler franchement, vous croyez au suicide? Écoutez, quelquefois, je peux avoir des doutes. Mais dans d'autres affaires, je n'ai aucun doute. Par exemple, pour le gendarme Jambert. Oui. Ça, j'ai absolument aucun doute. Mais là, vous avez des doutes sur Grossouvre. Pour d'autres affaires, vous l'avez connu, Grossouvre. Oui, j'ai connu Grossouvre. Et je sais que c'était un personnage très douloureux, en conflit avec François Mitterrand, parce que c'est un peu Falstaff. Il avait été très lié avec François Mitterrand avant l'élection de Mitterrand, je les ai connus à ce moment-là. Et puis, François Mitterrand l'a un peu écarté, lui a pas donné le poste de directeur. François Mitterrand ne pouvait pas quand même provoquer la mort de son compagnon de route. Non, c'est pour ça que ça me paraît, il était quand même, il avait des défauts, François Mitterrand, mais il avait un côté très amical, très lié à ses amis. Donc je ne le vois pas ayant commandité un crime comme celui-là. Oui, mais affaire Ben Barka, il y a beaucoup de mystères. Alors, si même on revenait sur l'affaire Boulin, c'est-à-dire qu'au fond, il y a des affaires, on n'a jamais la réponse. Non. Les familles se battent, mais on n'a jamais la réponse. Mais dès que la politique intervient au plus haut niveau, tout est effacé. Tout est effacé parce que
c'est la nécessité pour l'État de rester vierge. Voilà. Donc mais ça, c'est Oui. toute l'histoire de toute notre histoire. Mais il y a quand même des suicides. Par exemple, le suicide de Pierre Bérégovoy, c'est avéré. Bien sûr, il y a des véritables suicides. Non, mais je dois dire que l'État éprouve la nécessité de dissimuler tout ce qui peut être suspect. Et pour donner une image, disons, c'est pour ça que la phrase de Napoléon, l'histoire c'est un mensonge qu'on ne conteste plus, est extrêmement juste. Parce que quand vous regardez attentivement beaucoup d'épisodes de l'histoire, vous vous rendez compte qu'on a tout falsifié, on a donné une histoire présentable. Pour vous, la justice ne va pas au bout des choses? Non, c'est la fameuse phrase de La Fontaine, que vous soyez puissant ou misérable. Je crois qu'il y a une justice, d'une certaine façon, de classe. Mais maintenant, l'autre péril, qui est plus grand, mais il reste une justice de classe, c'est, je crois, que la République des juges. Maintenant, le grand danger, c'est pour les élections, on le voit bien, les juges interviennent dans le processus démocratique. Et ça, je crois que c'est très dommageable, parce qu'on a vu déjà 2 élections, l'élection de Juppé et l'élection de Fillon, qui ont été interrompues. Oui, mais pour des raisons aussi de fraude ou voilà. Oui, mais enfin, je crois que l'intervention des juges, le pouvoir des juges exorbitant, et on le voit pour Marine Le Pen, je trouve que ça, c'est un déni de démocratie. Et les juges ne sont pas faits pour intervenir dans le procès, dans la démocratie. Ça, c'est une... Et je pense que là, il faut réfléchir à des réformes sur la justice. Notamment, je propose la réforme de l'école de la magistrature, qui entretient les juges dans une sorte de campus et les amène à une politisation. Et je propose également une réforme des cours d'assises, pour les cours d'assises, où les magistrats ont maintenant un pouvoir exorbitant, alors qu'il n'y avait pas avant. Oui. C'est une loi de Vichy. Mais ce qui est fou, c'est que vous l'avez dit, vous avez été journaliste au Figaro, vous allez vous intéresser justement à la justice au départ. Puis vous allez être finalement viré. Le Figaro de Jean d'Ormesson, et là vous allez être viré, être traité de gauchiste, parce que vous vous intéressez de trop près à certaines affaires. C'est ça en gros? Oui, mais ça fait partie de la vie. Oui. Vous savez, si on ne prend pas des risques, on ne vit pas. Et en effet, j'ai été viré 2 fois du Figaro, et d'ailleurs j'ai de très bons rapports aujourd'hui avec les directions du Figaro, mais je ne regrette pas de m'être engagé, d'avoir rué dans les brancards, parce que sinon, on a une vie plate et ennuyeuse. Et là, je suis très heureux. Qu'est-ce qui vous avait reproché d'Ormesson? Qu'est-ce qui a fait que... J'avais attaqué les compagnies pétrolières qui, à ce moment-là, avaient commis un certain nombre d'exactions. Elles avaient truqué les marchés publics. Et donc, j'ai eu des problèmes avec Jean d'Ormesson, avec Raymond Aron, et j'ai été obligé de partir du Figaro. Mais vous savez, c'est la saveur de la vie. Parce qu'un écrivain a tendance, au fond, à se replier sur lui-même, à être un peu narcissique, à ne s'intéresser qu'à lui. Et au fond, c'est un besoin, c'est une nécessité de s'intéresser aux autres. Parce que auprès des autres, on se ressource. Et puis, je crois que c'est l'idée de faire du bien, c'est essayer d'écrire de bons livres. Je crois que c'est ça mais des bons livres avec un fond qui va vers le bien. Oui. Et c'est que, par exemple, mon exemple, c'est Tolstoï. Oui. Tolstoï, je trouve que c'est magnifique parce qu'il y a à la fois une œuvre très très belle, mais en même temps qui est très préoccupée par le malheur des autres. Oui, vous citez aussi Jean-Jacques Rousseau. C'est vrai que la littérature, ça a été quoi pour vous? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes membre de l'Académie française. Après avoir été viré de partout, vous avez été accepté à l'Académie française. J'ai eu du mal à avoir mon bac. Ah oui, il y a du mal à avoir votre bac, c'est quand même assez extraordinaire. Oui. Mais tout ça, vous le devez à la littérature, au fond. Oui. C'est ce que vous dites, vous rendez hommage. Ah oui, je suis un miraculé de la culture générale. C'est parce que, et tout étant nul en classe, je me passionnais pour la lecture. J'ai lu énormément. Et d'une certaine façon, je ne pouvais pas savoir que ma vie deviendrait tourner autour de la littérature et que ça serait l'essentiel de ma vie, à la fois le bonheur de ma vie, mais en même temps la structure et l'architecture de ma vie. Voilà. Et je dois dire, je dois ça à mes anges gardiens. En tout cas, je suis un miraculé. Oui, mais au fond, quand on lit votre livre, il s'appelle Drôle de justice, confession d'un anarchiste de droite, on se dit, au fond, vous dites, oui, c'est une farce. La vie, la justice, la politique,
tout est, au fond, la littérature, c'est là peut-être que se trouve une forme de vérité. Oui, je crois que c'est ce qui nous amène à ne pas désespérer. C'est parce que la littérature nous amène à une vérité par la beauté. Et ça, c'est essentiel. C'est ce qui sauve. C'est le contrepoison à tout ce que nous pouvons éprouver nous-mêmes, parce qu'il y a la justice, l'appareil judiciaire, mais dans notre vie privée, très souvent, nous sommes trahis par des amis, nous sommes quelquefois trompés par quelqu'un. C'est la nature humaine. Ouais, c'est la nature humaine. Eh bien, je crois que c'est ce que nous apporte la littérature, c'est un contrepoison, parce qu'on se dit, c'est vrai, mais ce qui est de merveilleux, c'est la vie. Oui. La vie dans son ensemble est quelque chose d'exceptionnel. Il faut pouvoir la savourer. Et la littérature nous amène à nous élever au-dessus de nous-mêmes. Oui, mais parce que le constat de toutes ces injustices dont vous parlez, qui vous blessent, qui vous n'arrivez pas à en vivre, vous dire je n'arrive pas à me résoudre à ça, ça vous enlève rien de votre enchantement, peut-être une forme de naïveté au fond, de dire il faut vivre comme ça. Non, je crois que cet amour de la vie, je considère que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un don qui nous est donné, et c'est un privilège, si on peut accéder justement au domaine artistique, et de lui donner une puissance spirituelle supplémentaire. Parce que je crois que ce qu'il y a de merveilleux, c'est d'accéder au-delà de la réalité, à quelque chose qui est supérieur à cette réalité, qui est une forme de spiritualité. Oui, mais au fond, l'injustice, c'est le pire de l'homme, c'est ça, pour vous? Oui, mais c'est inséparable. C'est comme si vous me disiez, il y a le mal, mais il y a le bien. Oui. Et donc, s'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas le bien. Donc, c'est inséparable de la vie. Et je vous dis, c'est l'important, et je crois que c'est donner un sens au mal, c'est donner un sens à l'injustice. Et d'essayer de le surmonter par justement ces gens merveilleux que sont Montaigne, Platon, Voltaire, Zola. Tous ces hommes nous aident parce qu'ils nous permettent de réagir contre ce sentiment que nous avons sur le plan privé comme sur le plan public. Et je crois que c'est une nécessité et c'est une chance d'avoir accès à la littérature et d'avoir le goût pour la littérature. Merci. Jean-Marie Rouard de l'Académie française qui publie Drôle de justice avec une pièce de théâtre savoureuse, vous verrez à l'intérieur, avec un président. Et là, voilà, tout fait inspiré de personnages qui n'ont jamais existé, évidemment. Merci Jean-Marie Rouard d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci.